Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Aujourd'hui on est chez PokerStars pour rencontrer l'un des personnages les plus emblématiques de la communauté poker française et de la room. Quelqu'un qui a su renouveler le genre du commentaire poker. Vous l'avez compris, cette semaine on va découvrir Julien Brécard. You, bonjour. Bonjour Loïc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'avoir pensé à moi. C'est normal. Alors c'est normal pourquoi? Parce qu'on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu es quand même une des figures du poker français. Ça fait quand même quelques années que tu es joueur professionnel, avec des lignes d'Enmob pas mal quand même, on va dire. Quelques lignes aussi online très sympathiques, dont récemment, il y a quelques mois, c'est ça, tu as gagné... alors je confonds souvent les scoops et les... Pour te dire que moi je les confonds, mais c'était les scoops, parce que c'était pas longtemps après mon anniversaire, donc comme je suis né le jour du printemps, comme ça moi c'est un moyen mémotechnique, c'est les scoops, j'avais fait deuxième. Pas mal aussi, hein, bon résultat. Ouais, ça va. Alors on va commencer par le You joueur de poker. Ça fait combien de temps maintenant que tu es dans le milieu professionnel, vraiment, que tu fais ça de ta vie Depuis que je joue réellement au poker, c'est on va dire 2010. J'étais encore un joueur amateur en 2009 quand j'ai fait mes premières performances. Et c'est ce qui m'a lancé après sur le milieu professionnel. Et en gros, j'estime que je suis joueur professionnel depuis le jour où j'ai signé mon premier contrat avec PokerStars.fr. Donc en gros, c'est facile, c'est 1er juillet, ouverture du marché, 1er juillet 2010, ouverture du marché. Et alors, tu es un petit peu justement un joueur vieux de la vieille, j'allais dire, au niveau sponsor. C'est-à-dire que tu as réussi à le garder, Ouais. à même être une vraie image de la room que tu représentes au jour d'aujourd'hui. Tu as connu le début où c'était un peu la folie, où ça a signé un peu tout et parfois un peu n'importe quoi. Juste, je me dis, quand toi t'es signé la première fois, quand tu vois, je pense, des amis signer à autre room, quand tu vois 15 rooms ouvrir en même temps, toi tu te dis quoi? Tu te dis, bon là c'est la folie, mais ça va pas durer parce que là c'est pas possible, ou tu te dis, non, au contraire, ça va bien se passer et en avant pour 10 ans. En fait, je me dis surtout, j'essaie surtout de me gérer moi et de me dire il faut que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est essayer de répondre un maximum aux attentes de mon sponsor. J'ai un côté très famille, donc pour moi mon sponsor c'est forcément ma deuxième famille et c'est essayer de leur rendre la confiance qu'ils m'ont accordée. Et donc depuis le premier jour où je me suis engagé avec PokerStars, c'est essayer d'avoir des résultats qui soient à la hauteur de ce qu'ils espèrent et d'avoir un comportement et une implication au niveau du monde du poker qui fait que on a envie de continuer à poser le logo sur la poitrine, quoi. Ton implication énorme, puisque pendant très longtemps tu étais extrêmement actif sur le CP, je crois que tu représentais 2 ou 3%, enfin tes commentaires c'était 2 ou 3% de la totalité des messages du CP, c'est ça? Extrêmement actif aussi au jour d'aujourd'hui avec, j'allais dire ta propre confrérie presque, avec ton collègue Benny. Ouais. Puisqu'il y a, on va dire, les bros et les sistas, voilà, ce mouvement que tu as créé, on va dire un peu avec la Maison du Bluff 2. Juste, je me dis, quand vous commencez la Maison du Bluff 2, quand vous commencez à faire vos premières soirées concombre, etc., est-ce que tu penses que ça va prendre autant? Ou est-ce que tu es juste là pour le fun et Non, en fait, pour tout expliquer, on est descendu à la Maison du Bluff 2 avec Benny, où on a chacun un rôle bien défini, où normalement à la base on ne doit pas être aux commentaires du webcast de la Maison du Bluff, on doit être, chacun a son rôle. Benny lui doit s'occuper essentiellement des candidats et d'un planning de commentaires de Sunday Special et de Classico sur place, c'était ce qu'on avait prévu au départ, et moi je suis là pour faire un cours par semaine, donc on était parti 10 semaines, donc j'avais une dizaine de cours à donner aux élèves, et en gros on est arrivé je crois le mercredi à Marbella, le vendredi l'émission commençait, et le Big Boss ce jour-là nous dit j'ai une idée de fou, on va commenter les parties en direct. Normalement le commentateur star, le couple de commentateurs stars c'est Alexis et Marion chez PokerStars et à la télé depuis un petit moment, et comme on pouvait pas tout simplement ils pouvaient pas se dédoubler à ce moment-là, en gros le Big Boss nous demande à Benny et à moi,
Bon, je te le caricature un peu, c'est bon, vous êtes en train de pas faire grand chose tous les deux. Allez, venez en cabine de commentateur et allez commenter. Comme dit Alexis, mon détecteur de branleur. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Et à ce moment-là, on était tous les deux, on était au top du détecteur. Donc il nous prend, il nous dit allez, hop, vous filez en cabine de commentaires et vous y allez. Et non, ça change tout. Nous, déjà, ça a changé complètement notre aventure. Moi, j'étais parti pour bosser un jour par semaine et là, je me suis retrouvé à pas avoir de jour off pendant 10 semaines. Et c'est surtout que je me retrouve avec mon meilleur pote sur un format qu'on n'avait jamais réellement travaillé pour ce but-là, mais qu'on exerçait déjà depuis... Benny, ça fait depuis 18 ans que je le connais, donc à ce moment-là, ça devait faire 17. Ça faisait 17 ans qu'on s'amusait à faire des commentaires de jeux vidéo, des commentaires mais que pour nous, des commentaires de retransmission sportive où, comme tous les mecs dans leur canapé, quand ils regardent un match de foot ou un match de tennis, font les commentaires à leur sauce. Et voilà, c'est ce qu'on faisait avec Benny et en gros, on a eu la possibilité de le faire pour des gens qui nous écoutent et pas uniquement pour les 3-4 potes qui sont dans la pièce. Et tu penses que le directeur, que le boss, là, il le savait quand il... Alors en fait, on avait déjà, juste avant la Maison du Bluff, commenté 2 finales de Sunday spécial avec Benny, et où moi je lui avais dit au départ, écoute, effectivement, tu feras le journaliste et moi je ferai le consultant poker. Maintenant, j'ai pas envie qu'on parte sur des considérations trop techniques parce qu'on s'adresse à un public qui a surtout envie de passer du bon temps pendant 1 heure. Donc on n'a qu'à faire en gros ce qu'on sait faire, on déconne, on donne des surnoms aux gens et c'est parti comme ça. Et je pense que effectivement le Big Boss il avait dû nous voir sur les deux premières vidéos et il s'est dit ouais il y a peut-être un truc à faire avec ces mecs là. Et effectivement quand on s'est lancé, alors la première partie qu'on a commentée n'était pas top parce qu'on essayait de faire un peu du Alexis et du Marion, on essayait de montrer qu'on avait de la complicité et qu'on s'y connaissait un petit peu. Et à partir de la fin de la première semaine, c'était... à partir de la première table éliminatoire, en fait, je crois. À partir du bombardier. C'est ça. En fait, et techniquement, c'était la 2e table éliminatoire. Donc en fait, ça a commencé réellement pendant les sit and go de confort, entre la première table éliminatoire sur laquelle on a été improvisé en 1 quart d'heure, allez, dépêchez-vous, allez-y. Et la 2e table éliminatoire, où effectivement, là, on s'est dit, on va créer des persos, on va leur donner des noms, on va essayer de leur façonner un petit contour. Le plus important a été pour la télé-réalité, les joueurs castés, ceux qui sont issus du casting, qui ont en général de belles plastiques, une grande gueule, ont un personnage qui est déjà assez marqué. Pour les qualifiés Internet, qui eux n'ont rien demandé à personne, ils ont juste gagné un tournoi sur Internet, il fallait un petit peu les épaissir, leur donner un peu de relief. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment essayé de s'atteler. Et en fait, on est nous-mêmes notre propre public. Donc en gros, quand Benny sort de la douche et me dit, je crois que j'ai trouvé le nom de... Je sais même plus son nom d'ailleurs, Michael je crois, le bombardier, et il me dit, Michael, le bombardier de Sevran, et là moi, je suis parti à rigoler pendant 1 quart d'heure. Et donc du coup, voilà, le point de départ, effectivement, je crois que c'est le bombardier. Qui nous a fait d'ailleurs une sortie, on pouvait même pas imaginer une sortie plus belle que celle-là, le mec s'est écrasé en vol complet, et ouais, ça nous a lancé pour 2 mois de grand n'importe quoi, et ce qui nous a fait plaisir, c'est que le public dans le poker est assez, surtout notamment le public du club poker, est assez dur, assez acerbe sur les gens qui se mettent un peu en avant, et là pour le coup, pour la première fois dans toute ma carrière de poker, enfin dans toute ma vie dans le milieu du poker, on a eu 99,9% de retours positifs, de gens qui disaient que ça faisait du bien d'entendre un petit peu autre chose. Et voilà, et en lisant ça, ça me donnait 100% de confiance pour continuer, pour aller dans le même délire, pour aller même encore plus loin. On était un peu dans notre bunker, mais on avait uniquement les retours Facebook, les retours du club poker, et on voyait que ça se passait bien, donc on s'est dit, allez, on continue. On est bien. Pour clôturer, tu retiendras quoi de cette Maison du Bluff 3, toi, quand même? Du kiff, quand même, encore? Ouais, encore du kiff. Moi, je vais te faire une confidence. Pour moi, c'était la dernière. Pour moi, c'était ma dernière et tout. J'étais parti dans cette optique-là, ce serait la dernière. Et Benny était un peu dans le même style aussi. Et on s'est regardé au milieu de l'aventure un soir et on s'est dit...
s'il y en a une quatrième, on peut pas ne pas être dans la quatrième. Donc voilà, si jamais il y a une maison du Bluff 4, eh ben, on sera encore là. Et il va y avoir une maison du Bluff 4, tu penses quand même? Je sais qu'en tout cas, on est plusieurs à réfléchir au concept. Alors la petite nouveauté, si jamais il y en a une, c'est que normalement, avec Benny, on devrait encore monter un petit cran et être dans l'équipe de conception. Tu penses que tu vas réussir à dire Alexis à la fin? Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Alexis, on s'entend ultra bien. Et je pense que pour le coup, on est vraiment complémentaires. Alexis, il apporte cette image de sérieux, dont on a besoin dans la maison du bluff. Et en même temps, il a ce côté complètement déconne, complètement humour noir, humour un peu trash et tout. Aujourd'hui, j'imagine même pas la maison du bluff sans Alexis. En tant que directeur de la maison, le programme perdrait tellement de son intérêt. S'il n'y avait pas Alexis, parce qu'il tient une partie du programme sur ses épaules. Et non, le but c'est clairement pas, le but c'est justement de continuer avec Alexis, avec la plupart de l'équipe déjà existante et qu'on continue à essayer de faire un beau programme. Maintenant on va passer à ton côté un peu joueur quand même, parce que tu es aussi joueur professionnel. On t'a vu là récemment, dans un moment d'ailleurs très intéressant et très touchant, une vidéo de tapis volant qui retraçait le PT de Deauville, et où justement tu parlais des difficultés, comme d'autres joueurs, que tu as eu quand le fisc d'un coup s'est mis à se réveiller. Et tu vas être papa ou tu viens d'être papa? Je suis papa déjà depuis 10 mois là. Alors, félicitations quand même. Merci. Et que justement, ben voilà, tu étais en plein changement de vie quelque part, c'est-à-dire ben voilà, les nouvelles obligations. Je crois que tu voulais acheter une maison, c'est ça? Ouais, on vient d'avoir un appart. Voilà, et que ben, le fisc te mettait beaucoup d'incertitudes. Et je disais à Alexis, et je trouve que toi tu en étais un bon représentant sans aller jusque-là, mais que on sentait que cette histoire, ça commençait à créer des drames, quoi, où ça allait en créer. On voit Rémi Bichel, on voit bien qu'il va. Enfin, les échos te disent qu'il va pas bien, et effectivement, si c'est monsieur 200 ou 60%, je sais plus, là, 500%, c'est juste de la folie. On n'en parle pas, mais Philippe Corza lui le disait, du nombre de joueurs qui chaque jour décident d'arrêter son rock, quittent la France. Toi, le jour où tu reçois la lettre, avec la première fois, on te dit, monsieur Ricard, vous devez tant. Tu te dis quoi? Tu te dis là, c'est la fin du monde? Non, le jour où je reçois la lettre, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est pas longtemps avant de partir à l'EPT de Deauville 2012, où on reçoit un recommandé, un samedi matin. On reçoit le recommandé, et en fait, c'est ma copine qui ouvre le recommandé. Et quand je la vois commencer à lire ce qu'il y a écrit dessus et que je la vois en larmes, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc elle me tend la lettre et moi je lis la lettre et à ce moment-là je réalise vraiment pas. Et je me dis bah écoute, ok, ils vont me redresser sur les gains que j'ai fait avant, d'accord. Bon, allez, ce sera peut-être un petit billet de 10 000 euros. Ils t'annoncent pas la somme? Ah non, pas du tout. En fait, ils annoncent qu'on va partir en contrôle et que ça peut durer 1 an. Et quoi? Et ta femme, elle comprend dessus? Et ma femme, elle comprend très vite. Elle est beaucoup plus rationnelle que moi. Elle est un peu moins dans les étoiles. Et elle comprend tout de suite que c'est la fin d'un temps qui était un peu rose, un peu voilà, et qu'on va rentrer vraiment dans une activité où ça va devenir très très dur. Et l'année se passe, donc il faut prendre un avocat, il faut aller régulièrement voir l'administration fiscale, répondre à leurs questions, leur fournir un maximum de papiers. Nous, on était partis avec mon avocate dans un processus de défense qui était extrêmement transparent. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune envie de devoir cacher des choses à l'administration fiscale, c'est de dire bon bah voilà, si vous estimez que maintenant c'est comme ça, moi je vais tout vous donner et à la fin vous allez m'envoyer la douloureuse et puis on la payera parce que j'ai pas envie de partir de France, mon pays c'est la France, j'ai envie de payer les impôts en France, j'ai envie d'avoir une vraie situation sociale en France, chose qui était impossible depuis que j'étais professionnel. Donc en fait on parle souvent des avantages d'être un joueur de poker où à l'époque on pensait que tous nos gains étaient nets d'impôts, ou quelque part ça avait un vrai avantage d'avoir tout ça net d'impôts parce que de l'autre on ne pouvait pas louer d'appartement, on ne pouvait pas faire d'emprunt à la banque, on ne pouvait pas parce qu'on était dans un énorme flou
qui fait que pour une situation sociale en France Ça n'existe pas, quoi. digne de ce nom, on n'est personne. Pas de couverture sociale, pas de cotisation pour le chômage, pour la retraite, ce genre de choses. Donc quelque part, on accepte tous ces désavantages-là parce que ce qu'on va gagner est net d'impôts. Donc en gros, on estimait à l'époque que pour pouvoir gagner l'équivalent d'un salarié en France qui va gagner 2000 euros, nous il fallait qu'on en gagne 4, qu'on en mette 2 de côté pour les temps un peu plus compliqués. Il n'y a pas d'ACLIC de joueurs de poker, il n'y a pas de tout ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu la fin de ce temps-là. Et voilà, après, dans les choses un peu plus noires par rapport à ces contrôles-là, c'est qu'on a eu l'impression à un moment donné d'être un peu pointé du doigt par l'administration fiscale, comme si on était des voleurs, des truands, des personnes qui avaient cherché depuis le départ à se cacher, alors que ce n'était pas du tout le cas. Je veux dire, on a tous eu nos têtes sur les magazines, sur des têtes de gondole, sur ce genre de choses, sur les kakémonos, et on n'a jamais eu l'impression de se cacher. On partait d'un postulat que les gains de jeu étaient non imposables en France. Donc voilà, et derrière la formulation de l'administration fiscale et la qualification en tant qu'activité occulte, je sais pas, comme un macro, comme un tueur à gages, comme un revendeur de drogue, ça nous mettait vraiment dans une situation où ah non, on n'avait pas envie d'être mélangé à cette population-là, quoi. Et donc c'est plus ça qui est un peu dur. Maintenant, voilà, moi je vais pas me plaindre. Déjà, j'ai jamais eu trop le loisir de me plaindre, j'aime pas trop ça. La situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une contrainte de plus par rapport à mon métier, dont je dois faire avec. Si j'avais envie d'arrêter le poker parce que je trouve que c'est trop compliqué de devoir s'en sortir avec toute cette notion maintenant d'impôts à payer et de situation où on doit payer des charges, ce genre de choses où le jeu devient bien moins rentable, j'arrêterai et je ferai autre chose. Donc je ne vais pas me plaindre par rapport à ça. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la même situation que moi et qui se sont fait, là pour le coup, réellement racketter. Et il y a des drames, effectivement, il y a des vrais drames. Des gens qui ont des situations avec des enfants, qui ne vivaient que du poker pendant un petit moment et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir payer des sommes qu'ils n'ont même pas sur leur compte en banque. C'est très dur. Et moi, je m'estime privilégié parce que j'ai un sponsor. Aujourd'hui, ce qu'ils me demandent comme argent, je l'ai plus ou moins sur mes comptes en banque. Donc déjà, je ne repartirai pas avec des dettes, ce qui était le truc numéro 1. Mais je vais repartir de zéro, comme si j'avais... Tu comptes le payer ou tu comptes faire comme par exemple, t'as Philippe Lorzac qui lui dit que ça tiendra jamais devant la Cour européenne, c'est juste n'importe quoi et que lui ne paiera pas, il ira jusqu'au bout de la procédure. Disons que moi j'aimerais pouvoir ne pas payer et partir dans une procédure d'une dizaine d'années, j'aimerais pouvoir le faire. Maintenant, c'est pas dit que je puisse le faire parce que, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai une famille à nourrir, j'ai un appartement à payer et c'est très compliqué de se dire si j'étais sûr de gagner à 100%, bien évidemment que je le ferais. Maintenant, c'est comme si tu es en situation de satellite dans un tournoi avec ta 2 as et que tu es quasiment sûr d'avoir ton ticket. Est-ce que tu vas prendre le risque des 20% tu peux perdre et de ne pas avoir ton ticket? En gros, voilà, j'ai pas envie non plus d'arriver au bout de 10 ans et de devoir payer des intérêts de retard sur 10 ans. Même s'il y a 10% de chances que je perde, je pense que je ne prendrai pas le risque. Je prendrai pas le risque parce que les 10% qui vont m'amener au brocage et au fait que je n'aurai plus du tout d'argent et que je vais repartir avec des dettes, il est pas... Si j'ai tout seul, ouais, je le ferai. Si j'avais pas de famille à nourrir, si j'avais pas de famille dont je dois m'occuper, ouais, je le ferais parce que je jouerais uniquement pour ma gueule. Là maintenant, je joue pour un projet familial. Et ce projet familial, si je dois repartir de zéro, c'est pas très grave. J'ai encore un contrat, j'estime la possibilité d'aller rechoper des gros gains, des gros titres. Parce que je continue à travailler mon poker et voilà, et au final je pense qu'avec du recul, quand j'aurai une 50aine d'années, ça sera juste un petit accro dans la progression et puis c'est pas grave. T'imagines que le discours que tu viens de me tenir, t'es l'un des très très rares en France à le tenir, c'est-à-dire dire moi j'aime mon pays, je veux rester, et de dire moi je suis prêt à assumer entre guillemets le fait que voilà il y a eu un changement
dans l'histoire du poker, et tant pis, payer mes dettes, puis repartir de zéro, mais moi repartir sainement, quoi. Ouais, parce que c'est plus facile pour moi de le tenir, sachant que j'ai un sponsor, et sachant qu'ils vont pas me prendre plus que ce que je n'ai. Maintenant, je te cache pas que pendant toute la durée de ce qu'a été cette épreuve qui est quand même assez dure à vivre mentalement, je vais pas te mentir en te disant que je suis resté tout le temps sur la même ligne de conduite. Non, il y a des moments où j'ai eu envie De partir. Ouais, de partir, j'ai eu envie de me cacher, j'ai eu envie mais finalement, c'est des moments où t'es un peu moins bien, où il y a eu un ou deux tournois qui se sont mal passés, ou machin. Après, dès que je reprends la raison, je me dis non, je me vois pas vivre ailleurs. Et pourtant, effectivement, le pays que je te dis aimer comme je l'aime, il y a des moments où je me suis dit, mais il me prend pour un con, ce pays-là. Il me prend pour un con, parce que moi, j'ai jamais demandé 1 euro à l'État, même quand j'étais salarié avant, j'ai jamais touché 1 euro de chômage alors que je suis resté 2 ans sans travailler. J'ai jamais bénéficié d'APL, à chaque fois que je vais chez le médecin, je ne faisais jamais de feuilles de soins ou de machin, parce que j'estimais que si je pouvais le payer, je vois pas pourquoi la communauté paierait pour moi. Maintenant, ces choses-là sont très bien pour les gens qui en ont besoin. Moi, je ne l'ai jamais demandé, et maintenant, on me demande aujourd'hui de devoir me régulariser par rapport à toutes ces années-là. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, ouais, ce pays-là nous prend un peu pour des cons. Mais voilà, je suis français, je suis citoyen français, et clairement, je ne me vois pas vivre ailleurs. Et je ne me vois même pas donner mon argent à d'autres personnes qu'à ma communauté française. Tu fais partie avec qui des deux Tu fais partie avec qui des deux indéboulonnables de chez PokerStars. J'espère. Alors voilà, c'est ça que je me dis. Il y a eu Thomas Bichon, il y a eu Arnaud Materne. Alors Thomas Bichon, c'est une chose. Arnaud Materne, ça faisait partie un peu du trio des mousquetaires, on va dire. Je connais pas les raisons de son départ, d'ailleurs personne ne les connaît. Enfin, toi tu dois les connaître sûrement, mais... Même pas forcément, non. Voilà, mais est-ce que quand on va partir quelqu'un comme Arnaud, qui en plus était un ami à toi, enfin est un ami à toi, des fois tu dis ouais alors là ça devient un peu peut-être chaud, ou est-ce que voilà, parce qu'en plus tu vois les gens autour de toi perdre des contrats. Je veux dire, là on est plus en période de signature, on est en période de dégraissage. C'est ça. Quand effectivement je vois celui qui m'a tout appris dans le poker, hein, c'est Arnaud, celui avec qui j'ai un peu fait les 400 coups dans le poker, de le voir, pour moi c'était quelqu'un qui était indéboulonnable au niveau d'un sponsoring. C'était pour moi le joueur parfait, qui avait des résultats, qui était proche de la communauté, qui était disponible tout le temps pour répondre à des questions. Quand je le vois partir, ouais, c'est un énorme coup au mental, c'est un énorme coup au cœur, parce que je sais que je vais plus faire les tournois avec lui, qu'on va quelque part se perdre un peu de vue, parce que la vie sur le circuit et la vie hors du circuit complètement différentes, et les deux vont très très vite, et donc on a vite fait de plus se voir pendant 1, 2 ou 3 mois, alors qu'à l'époque Arnaud c'était au moins 4 jours par semaine où on était ensemble. Donc ouais, et tu te dis, c'est là où tu prends conscience que la situation dans laquelle tu es est ultra précaire, parce que du jour au lendemain ça peut s'arrêter. On a des contrats, pour la plupart d'entre nous, qui sont des contrats d'1 an renouvelables ou renouvelés, ou enfin contrats d'1 an quoi qu'il arrive. On n'est pas dans du football où les mecs vont jouer des 3, 4, 5 ans. Et ouais, et si demain le sponsor n'a plus d'intérêt à utiliser ton image, voilà, il faut que tu te poses d'autres questions, savoir si tu arrêtes, si tu continues, si tu vas aller jouer en cash game, si tu vas aller faire la tournée des casinos du Sud, si tu vas... et ouais, j'ai eu un long moment où ça a été compliqué de me dire, si tu veux garder ton contrat, il va falloir que tu te donnais à 200%, là maintenant c'est 400 quoi. Et puis ça fait un peu moins de monde dans l'équipe, il y a une émulation qui est plus compliquée à trouver, et ouais, ça a été un moment ouais, assez compliqué à vivre. Et là maintenant, avec quand même le fait qu'avec Benny, vous ayez monté une vraie team Bro et Sista, dont d'ailleurs vient de sortir les badges, parce que je vois le faire, mais dont... Il faut que je m'en fasse d'ailleurs. Et tu te dis quand même que tu es un peu plus
pas qu'il y ait un peu moins de risques, mais que tu as quand même une vraie légitimité là à porter ce dossard, entre guillemets. Il y a d'un côté en fait l'objectif qui était quand je suis rentré chez PokerStars de développer le côté communautaire de PokerStars qui avait un réel déficit par rapport à d'autres sites. Là, pour le coup, tu l'as vraiment développé. Et je l'ai fait avec Benny. Moi, quand j'ai été pris, en fait, c'était pour faire le lien avec la communauté et pas forcément la développer. C'était surtout faire le lien avec la communauté. Chose qui n'avait pas été faite. Et effectivement, je pense que sur le début, on n'y est pas trop mal réussi. On n'y est pas trop mal arrivé, pardon. Maintenant, le truc, c'était de réussir à la développer. Et en fait, ça s'est fait. Benny est community manager chez PokerStars, c'est mon meilleur pote. Donc quand il a fallu aller rendre visite au club associatif, ils fleurissent partout en France, aux quatre coins de la France. C'était pas du boulot pour moi, on partait avec Benny en vadrouille, on allait faire la fête à Valence, à Nantes, à Biarritz, voilà. Et donc en fait, naturellement ce truc là s'est fait. Aujourd'hui, la communauté est créée. Quelque part, personne n'est irremplaçable. Donc si demain ils veulent me mettre dehors pour mettre quelqu'un d'autre à ma place, la communauté sera déjà en place. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc effectivement, il y a un côté où on a réussi l'objectif d'un côté. Il y a une notion où on doit être aussi à la disposition de cette communauté. Parce que même si on a aidé à la fédérer, nous on n'est rien si elle n'est pas là en fait. Donc on doit continuer à répondre aux sollicitations, aux attentes. C'est une deuxième partie du travail qui commence. Parce que monter une communauté c'est très facile. Enfin c'est très facile. Ça peut se faire autour d'un événement comme la Maison du Bluff. Garder la communauté c'est là qu'est le vrai travail en fait. Pour aller dans la dernière question, quand on regarde ton Event Mob, on a l'impression que le seul truc qui manque aujourd'hui c'est le gros titre quoi. Il manque, je sais pas comment parce que tu as quand même de très très belles perfs. Je te rassure, moi quand je le regarde, je le cherche aussi non mais c'est vrai que tu as des très très belles perfs. En live je parle parce qu'en online quand même le scoop c'est un très gros titre. Mais en live, il manque, je sais pas, comment tu le sens au final, j'en ai pas fait tant que ça, des énormes tournois live. J'ai dû faire quoi, allez, on va dire peut-être 8 EPT dans ma vie. J'ai fait 3 fois le main event des World Series. J'ai dû faire une vingtaine d'épreuves des World Series tout confondu. Tu y vas cette année Ouais, je vais cette année. Tu fais quoi, le main event Je vais faire le main et certainement les autres mains en fait, le main du Vénitian, le main du César, plutôt que de faire des petits World Series. Parce que là je suis plus en recherche d'argent que de titres, si tu veux. Et moi aussi c'est quelque chose qui me manque. J'ai au final assez rapidement dans le peu de tournois que j'ai fait, peu de PT que j'ai fait, j'ai perfé, j'ai fait des D4, je suis rentré dans les 40 premiers à Londres sur 1200 joueurs, dans les 40 premiers à Snowfest, c'est les 4 dernières tables ou 5 dernières tables. À un moment où je pense j'avais pas le bagage technique et même peut-être la solidité mentale pour pouvoir aller encore plus loin, notamment, c'est tout bête, mais celui de Snowfest, je saute alors qu'on est très très loin dans le tournoi, où je joue un coup sans regarder mes cartes, quoi, juste pour le kiff, à ce moment-là, juste pour le kiff. Ça c'est balade ça. Et c'est surtout très con quoi, je pense. En me disant, il y a 2 mois je faisais top 40 de l'EPT Londres, là je suis encore dans les 40. C'est facile quoi, tous les tournois je vais y retourner donc c'est pas très grave. Alors qu'en fait, c'était une énorme performance. Ouais, et finalement qui se concrétise pas par grand chose au niveau de l'oseille et au niveau de la perf même en elle-même. Ça c'est le problème des payouts ça aussi. Il y a un petit souci par rapport aux payouts, mais à la limite, ça on peut pas. À partir du moment où les payouts sont connus, on doit faire en sorte de gérer cette contrainte-là. Donc on peut pas après le tournoi dire c'est à cause des payouts, c'est pas très grave. Mais par contre, c'est de se dire, je vais y retourner très régulièrement, alors qu'en fait, non, c'est ultra dur. Ultra dur de retourner là. Le niveau va crescendo tout le temps, parce qu'il y a tous les ans un afflux de nouveaux joueurs très bons qui progressent et tout. Et donc voilà, j'espère, moi, la faire très bientôt, pourquoi pas à Vegas. S'il y en a une à faire, à un moment donné, pourquoi pas le main event de Vegas. C'est le mieux. Se faire une petite table finale, mais
Ouais, je te cache pas que moi aussi je la cherche. Maintenant, les contrats effectivement sont complètement différents de l'époque des contrats du .com où si tu t'appelles pas Elki, c'est très dur de faire tous les EPT tous les ans. Donc forcément les opportunités se raréfient. Et, on va essayer de faire un truc. Moi j'aimerais aller en numéro 1, bien évidemment le Main Event des World Series et puis Deauville. Deauville, gagner chez soi ou faire une table finale chez soi avec tous ses amis qui sont là, c'est le top du top. T'as envie que la communauté, quand elle parlera de souviens-toi, You et Benny et tout ça, t'as envie que la communauté, enfin t'as envie que les gens se souviennent de toi comment? Moi j'aimerais bien qu'ils se souviennent d'un mec qui se prenait pas trop la tête, qui était plus là pour rigoler et j'ai envie de garder les années Maison du Bluff où là pour le coup le poker c'est un jeu qui est ultra solitaire et ultra individuel. Et par ce biais-là, on a réussi à donner du bon temps aux gens. Et c'est ça que j'ai envie de retenir en fait. Toutes ces personnes qui viennent me voir en me disant merci, tu nous as fait délirer pendant des heures et tout. C'est ça que j'ai envie de retenir. Après, le côté est-ce que j'étais un bon joueur, est-ce que j'étais un mauvais joueur, s'en fout. Il y en aura des dizaines et des dizaines bien meilleurs que moi. Il y en aura des dizaines et des dizaines bien plus pourris. Mais au moins, ce qu'on a fait à la Maison du Bluff, voilà, on pourra dire qu'on a été les premiers à le faire et les gens ont accroché, voilà. Donc c'est ça, en tout cas, dont moi je vais me souvenir, c'est ce que je vais raconter à mes gamins quand ils seront plus grands, qu'ils seront en âge de comprendre. Leur dire voilà, si un jour vous avez l'opportunité dans votre boulot de faire, au moins ce qu'on a réussi à faire en termes de délire et de passion, voilà, fais ce que tu as envie, fais du cinéma, de la musique, fais machin. Éclate-toi parce que finalement la vie elle est quand même vachement courte et si tu t'éclates pas dans les années où tu bosses, ça sert pas à grand chose quoi. You, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Loïc, c'est cool. Et au plaisir. Ouais, à très bientôt.